Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, Voilà, nous nous trouvons à Urban Park où se déroule une journée sur le thème Semons la biodiversité avec la participation de la librairie Sorams, les coquelicots d'Alès et puis les incroyables comestibles. Bonjour, Bonjour, je vous laisse vous présenter. je m'appelle Éric de Kermel et donc je suis l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Erol qui s'appelle Mon cœur contre la terre. C'est mon troisième roman, après avoir notamment écrit un livre qui s'appelle La libraire de la place aux herbes, qui se passe pas très loin d'ici, du côté d'Uzès. Et je suis par ailleurs donc responsable d'un magazine qui s'appelle Terre sauvage, qui est le premier magazine français dédié à la nature sauvage. C'est un magazine qui a plus de 30 ans, dont l'équipe de rédaction est basée en Savoie et qui s'occupe donc de la biodiversité et de raconter cette biodiversité, et les merveilles de la nature, à la fois au bout du monde, mais aussi tout près de chez nous en France. Et par ailleurs, j'ai différents engagements en matière d'écologie. Et notamment, j'ai été vice-président de l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, qui est un organisme qui établit la liste rouge des espèces menacées, donc qui est spécialisé sur la question de la biodiversité. Alors vous avez choisi comme mode d'expression et d'écrivain le roman. Pourquoi particulièrement le roman et pas l'essai ou d'autres formes de littérature? Alors en fait, moi quand j'écris dans un magazine ou quand j'écris dans le quotidien La Croix, ce qui m'arrive régulièrement, mon propos est toujours appuyé sur un élément d'actualité. Et ce que j'ai envie dans cette écriture qui est plus personnelle, puisque là c'est pas dans le cadre de mon travail que j'écris des romans, c'est personnel, c'est que ce soit l'occasion pour moi d'explorer librement des sujets et des thèmes où je n'ai pas à justifier de pourquoi je dis tel ou tel mot, je n'ai pas à être calibré avec un nombre de mots imposés comme on l'a quand on écrit dans un magazine ou dans un journal. Et du coup, c'est cette dimension où je peux habiter les personnages que je veux, et notamment des personnages féminins, puisque Mon cœur contre la terre est écrit à la première personne du féminin. Donc du coup, c'est quelque chose qui pour moi me donne un espace de liberté, qui va aussi me permettre de faire passer des idées qui sont celles auxquelles je suis attaché. Et en l'occurrence, Mon cœur contre la terre permet d'aborder tout l'enjeu de la relation à la nature. Alors, vous êtes très engagé au niveau de l'environnement, de l'écologie. Je voulais vous demander comment est-ce que l'on passe du journalisme à cet engagement? En fait, mon engagement est... j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé la nature. J'ai fait du scoutisme, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu mes premières nuits à la Belle Étoile. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger parce que mon père était diplomate, donc j'ai vécu en Amérique latine, au Maroc. Donc j'ai vu la nature et j'ai vu une nature magnifique dans ces conditions-là. Et puis ensuite, il y a un peu plus de 15 ans, quand j'ai eu l'occasion de prendre la responsabilité du magazine Terre sauvage, je me suis retrouvé à passer du rôle simplement d'amateur de la nature, de quelqu'un qui aimait la nature, à un rôle différent puisqu'il s'agissait de raconter dans Terre sauvage, donc un rôle de médiateur, de raconter ce que je voyais et ce que nous disaient les scientifiques, ce que nous disaient les reporters de comment était la nature. Et là, alors que je pensais dans un premier temps n'avoir qu'à raconter des belles histoires, j'ai eu l'occasion à nouveau de voyager et j'ai été surtout sur le front de l'ensemble des nouvelles en matière de biodiversité, de protection de la nature, des océans, des oiseaux, des insectes, etc. Et du coup, j'ai découvert et j'ai ressenti personnellement, je veux dire dans mon corps, je l'ai éprouvé en allant sur le terrain, à quel point nous les hommes, étions un prédateur terrible, puisqu'on est en haut de toute la chaîne alimentaire, celui qui a la capacité de
de destruction la plus puissante, la plus forte, et que cette destruction continuait de se faire malgré les alertes répétées des scientifiques, malgré les propos, les textes, les films, les livres qui pouvaient paraître. Souvent on cite celui de Rachel Carson, Le Printemps silencieux, qui date de 1972 de mémoire, ou un truc comme ça. Mais donc du coup ça fait très longtemps qu'il y a des alertes qui sont émises sur ce qui est en train de se passer. Grosso modo, on est en train de détruire la planète, quoi. La planète elle durera tout le temps, mais en tout cas nous on est en train de détruire l'écosystème qui nous a permis d'advenir et qui nous permet de vivre sur cette planète. Donc du coup à un moment j'ai eu envie, c'est pas une envie d'ailleurs, je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas rester observateur, et du coup ça a fait naître chez moi mon engagement, avec une phrase souvent que je cite, qui est une phrase de Paul Éluard, qui dit « Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Et du coup, faire advenir cet autre monde dans celui-ci, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, à la fois dans mes engagements associatifs, à la fois au sein de Terre Sauvage, et puis aussi par le biais d'un roman avec Mon cœur contre la terre. Et donc, pour faire évoluer les consciences et les comportements, sur quel levier pensez-vous qu'il est aujourd'hui indispensable d'agir ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses derrière votre question. C'est-à-dire que ce que je crois avant tout, c'est que même si, pour que des décisions importantes soient engagées par les États, il faut bien qu'il y ait des gouvernements et il faut bien qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises au plus haut niveau. Mais je crois que les gouvernements sont des suiveurs. Et ils sont des suiveurs de ce qu'on appelle l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle est alimentée, elle est nourrie par des gens comme les associations qui sont aujourd'hui engagées à Urban Park pour la journée d'aujourd'hui. Et donc par des gens qui essayent d'éclairer les chemins et les consciences individuelles. Et du coup, cette fonction qui est une fonction dévolue aux associations, mais qui est aussi la fonction qui est dévolue à l'école, qui est dévolue dans certaines entreprises, qui est dévolue aux communes, qui est une fonction qui propose de raconter une autre histoire, qu'une autre histoire est possible. C'est cet autre monde dont je parlais tout à l'heure de Paul Éluard, qu'il existe un autre monde. Donc quelque part, quand vous faites aujourd'hui ce que vous faites ici à Urban Park, en rassemblant des associations, en rassemblant des gens, vous contribuez à l'écriture d'un récit alternatif. Vous dites que oui, c'est possible d'être à Alès, qui est une ville qui a été touchée par une histoire difficile, et c'est aussi possible dans cette ville-là de créer des lieux étonnants comme cet Urban Park où viennent des jeunes et des familles. C'est possible en pleine ville de planter des légumes, de planter des fruits et de faire ce que vous avez fait aujourd'hui avec l'opération de plantation. Donc du coup, pour moi, toutes ces initiatives-là, c'est des initiatives qui à un moment, parce qu'elles ont été prises à la base, parce qu'elles ont été prises par des acteurs qui n'étaient pas mus par des enjeux de pouvoir, mais qui étaient mus simplement par la question de l'intérêt général et des biens communs. Je veux dire, à un moment, les élus, et notamment les élus nationaux, ils suivent et ils se disent « Ah bah effectivement, le corps électoral, parce qu'ils ont envie d'être élus, le corps électoral, il nous attend là-dessus. » Et du coup, ils vont modifier effectivement leur comportement. Et donc c'est vrai qu'on a deux bulletins de vote. On a un bulletin de vote qu'on utilise souvent assez peu, enfin je dis ça par rapport aux abstentionnistes, mais qui grosso modo là, a été utilisé au niveau des élections européennes où le vote écolo a été nourri notamment du vote des plus jeunes, alors qu'on disait que les jeunes ne votaient pas. Et l'autre bulletin de vote qu'on a, c'est notre carte bancaire qu'on utilise quand on va au supermarché, et qu'il a des choix que l'on fait en termes de consommation, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou que ce soit en allant justement pas dans un supermarché, mais en allant dans d'autres lieux. Je veux dire, à ce moment-là, on raconte aussi une autre histoire et on encourage une autre histoire. Donc, on comprend bien l'engagement citoyen qui peut faire basculer d'une certaine façon les politiques, mais quid de tout ce qui est des pouvoirs économiques, et on sait la puissance qu'ils ont acquis aujourd'hui par l'internationalisation de la finance, etc.
Euh, je pense que la réponse à votre question, moi je l'ai pas comme ça parce que effectivement la finance est un monstre sans tête et un monstre dont on se rend bien compte que même ceux qui l'ont nourri, même ceux qui l'ont souhaité, aujourd'hui ne savent plus comment l'arrêter. Donc du coup, les enjeux internationaux, ils sont aujourd'hui posés et il y a un moment une interpellation qui pour moi est la seule qui puisse un jour générer quelque chose par les acteurs de la finance, c'est une interpellation de leur conscience et notamment, je disais tout à l'heure lors de la conférence, qu'à un moment, je pense que tous les gens, quels qu'ils soient, ils ont des enfants et donc leurs enfants, ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de leurs enfants. Et il y a un moment où on pouvait se dire, bon, ce sera pour plus tard. Là, on commence à avoir des études qui parlent de 2050. Donc ça veut dire que... De quoi, pardon ? De 2050, oui, mais à propos de quoi ? En matière d'extinction de l'humanité. Ah, voilà. Donc du coup, 2050, l'extinction de l'humanité, ça veut dire qu'a priori, toutes les personnes qui ont, on va dire moins de 60-70 ans, ils ont des chances de la voir arriver, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie. Et en tout cas, tous nos enfants vont se retrouver face à ce défi-là. Donc soit il faut avoir énormément de cynisme et énormément d'égoïsme, et je pense qu'un père ou une mère, même s'il est un grand financier, on peut pas, on va dire, il y a quelque part un cœur qui bat. Mais et du coup, s'il y a un cœur qui bat, moi j'espère que les interpellations qui sont aujourd'hui les interpellations faites par les lycéens, avec Greta Thunberg, les interpellations qui sont faites par les étudiants, qui sont des étudiants qui disent nous n'irons pas, et notamment les étudiants des grandes écoles qui disent nous n'irons pas travailler dans des entreprises qui sont des entreprises écocides, c'est-à-dire des entreprises qui ne prennent pas en compte la question du climat. Je pense que là, il y a une chance que les choses bougent parce que ces entreprises-là, les entreprises du CAC 40, bientôt il n'y aura plus personne qui aura envie d'aller travailler chez eux. Donc vous pensez à nouveau que c'est la base qui va, enfin la base, même à la cellule familiale, qui peut être à la base de ce changement de comportement, de ce changement de mentalité et de ce changement d'action, d'agir, quoi. Ouais, je pense qu'à la base, on est tous en charge de nos enfants, c'est-à-dire que ce soit les éducateurs dans les écoles, que ce soit les communes dans lesquelles ils vivent, mais notamment la cellule familiale. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on met dans leur tête ? Qu'est-ce qu'on leur donne à voir ? Quel temps on passe avec eux pour échanger, pour dialoguer ? Est-ce que simplement on en fait des consommateurs et donc grosso modo on en fait des consommateurs devant leur tablette ou devant leurs ordis, ou qu'on en fait des consommateurs qui ne vont avoir qu'un seul espoir, c'est d'amasser des éléments matériels, ou est-ce qu'on leur raconte une autre histoire qui est beaucoup plus de l'ordre de l'être que de l'avoir. Et je pense du coup effectivement que l'enjeu, c'est cette génération-là, c'est la génération de nos enfants qui va être au front du combat le plus dur qui soit, qui est un combat existentiel avec celui que doit relever là l'humanité. Et alors dans votre conférence de presse, il y a quelque chose qui a manqué, si vous voulez, qui m'a surpris, dans la mesure où vous n'avez pas abordé quelque chose qui est dominant dans le discours politique et médiatique, qui, à savoir, par rapport au on va pouvoir transformer les choses grâce à plus de technologie, grâce à plus de techniques. Et ces aspects-là n'ont pas du tout été abordés dans votre conférence de presse. Quelle est votre position là-dessus ? Alors d'abord, ma conférence, elle était liée à mon roman. Mon corps contre la terre, c'est un roman. C'est vrai. C'est une histoire. Je ne faisais pas une conférence sur l'écologie au sens large. J'étais là pour... Mais le sujet a été largement... Voilà. Mais c'est un roman d'écologie. Donc. Après, la question que vous posez, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui se disent « mais de toute façon, on va résoudre le problème avec la technique ». À un moment, le rêve de tout parent, c'était que son enfant soit ingénieur. Et donc, c'était la domination des maths sur les lettres. Et donc, le poète, le littéraire, celui qui raconte des histoires, avait moins de crédit que l'ingénieur. On était dans un moment où, effectivement, il y avait plein de choses à inventer, et on voit bien combien les ingénieurs ont inventé de choses, les scientifiques, que ce soit en matière de santé, que ce soit avec toutes les innovations qui fait qu'aujourd'hui,
on vit un confort qui est extraordinaire. Je veux dire, on a une capacité de vie avec un confort extraordinaire. Simplement, comme le dit le philosophe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et effectivement, aujourd'hui, la science, si elle n'est pas éclairée par le sens, et si elle n'est pas éclairée par le fait de se poser des questions de société sur ce vers quoi nous voulons aller, on voit bien qu'elle est aussi une espèce de système qui s'auto-nourrit et qui financièrement s'auto-nourrit. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de gens, ceux qui ont les moyens, qui se disent moi de toute façon je vais aller habiter Mars ou aller habiter la Lune, et là-bas je sais que d'ici quelques années on pourra aller vivre là-haut, et donc de gens qui rêvent de se créer une espèce d'île technologique où ils seraient à l'abri de ce qui aurait touché la planète. Pour moi, sur un plan éthique, je ne peux pas imaginer que la réponse soit seulement celle-là, où je n'ai pas suffisamment confiance dans les ingénieurs et dans la science pour leur laisser seuls la réponse à la question. Parce qu'il y a plein de gens, que ce soit d'abord sur des continents qui nous sont proches, je pense à l'Afrique en particulier, qui eux, de toute façon, face à ces questions-là, sont totalement laissés de côté. Et je pense que du coup, s'exonérer de poser des questions philosophiques, des questions de sens, des questions éthiques, en imaginant que c'est par la science qu'on va résoudre tous les problèmes, ça me paraît être une fuite en avant. J'y crois pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas trouvé les systèmes qui nous permettront d'empêcher, par exemple, le méthane de s'échapper du permafrost, puisque c'est ce qui se passe actuellement. Donc dans tous les pays où il y avait des sols gelés, c'est que le méthane est en train de s'échapper du permafrost, et du coup le risque en termes de réchauffement climatique lié au méthane, il est 100 fois plus supérieur que le risque lié au carbone. Donc du coup aujourd'hui, ces solutions-là, on ne les a pas. Donc on peut se retrouver dans un moment, même d'un point de vue philosophique, où la question est de savoir si on n'est pas plutôt du côté de Noé que du côté de Prométhée. Prométhée, c'était la conviction que le progrès résoudra tout. Noé, c'est celui qui, à un moment, met de côté quelques espèces en se disant il va falloir être capable de redonner la vie après la tempête. Et donc, effectivement, je suis beaucoup plus proche de Noé que de Prométhée. Donc les ingénieurs ne nous sauveront pas. Les ingénieurs seuls ne nous sauveront pas. Les ingénieurs, ils ont un boulot extraordinaire à faire, mais aujourd'hui, il est temps de réécouter les poètes, les philosophes, les littéraires, et pour raconter ensemble une histoire. Mais ça ne peut pas être, je veux dire, ce serait trop facile, et j'aurais l'impression d'être irresponsable, compte tenu de ce que je sais de la situation écologique, si je laissais entendre que oui, vous inquiétez pas, dormez tranquille, bonnes gens, les ingénieurs vont régler le problème. Une dernière pour moi. Vous n'êtes pas ingénieur? Non, pas du tout. Non, je ne l'ai pas été non plus. Donc, vous avez largement abordé dans votre conférence de presse le thème de l'écologie humaine, et j'ai été particulièrement sensible au fait que vous avez insisté sur l'aspect, sur les caractéristiques féminines et sur le genre donc féminin qui permettrait selon vous de résoudre les problèmes. Est-ce que vous pouvez développer ? D'accord. C'est plus les caractéristiques féminines que simplement le genre. C'est-à-dire, je crois qu'on a tous en nous du masculin et du féminin. Et qu'on a, notamment la société occidentale, ce n'est pas le cas dans d'autres civilisations, mais la société occidentale est une société qui a généré une domination masculine et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit au niveau politique, une prédominance du fonctionnement masculin, qui est un fonctionnement qu'on peut qualifier d'autoritaire, qui utilise la force, et c'est bien, hein, parfois, on a parfois besoin de force, hein, mais au détriment d'éléments caractéristiques du féminin, la sensibilité, l'intuition, la prévision. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents aussi chez l'homme, et aujourd'hui ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que ces éléments-là soient cultivés, parce qu'on se rend compte, et moi je le vis dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais je le vis aussi chez les personnes que je rencontre, c'est que quand un sujet est appréhendé
par une personne féminine ou une personne qui va aller chercher ses ressources en elle, il est appréhendé de façon différente. On se rend compte que l'écologie est un sujet qui rentre dans les foyers d'abord par les femmes. Je veux dire, la plupart du temps, c'est les femmes qui amènent la question du bio, la question de l'écologie, etc. C'est pas pour rien, c'est les femmes qui mettent au monde. Donc je pense qu'elles ont elles-mêmes un rapport de responsabilité sur le long terme qu'ont moins les hommes. Encore une fois, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas l'avoir, mais je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui à ce rééquilibrage entre le masculin et le féminin chez chacun de nous, parce que c'est un enjeu aussi de réconciliation et d'utiliser tous les potentiels que nous avons. On a tous du masculin et du féminin en nous. Utiliser tous ces potentiels au niveau au service de la cause écologique, ça me semble indispensable. Donc Aragon a raison, la femme est l'avenir de l'homme. Ouais, je crois, ouais. Très bien. Ça illustre aussi une citation très, très célèbre, c'est la science et la conscience. Le retour à la conscience alors. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est sûr qu'il y a une... Vous savez, je pense que je terminerai bien avec les mots de Cyril Dion, si vous voulez. J'étais l'autre jour écouter Cyril Dion à la Maison de la Poésie à Paris, qui donnait son dernier spectacle, un spectacle magnifique. Et à la fin, il termine... Alors je vais m'appliquer à le dire bien. Il termine par une phrase qui est « Nous sommes ceux que nous attendions ». Ce CEUX. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes ceux que nous attendions. C'est pas d'autres que nous. Et donc à nous de prendre nos responsabilités. Deux petits éléments pour conclure. Vous vous situez dans l'écologie, ou du moins vous classez l'écologie en 3 types. Et vous avez cité Abdenour Bidar et Pierre Rabhi, qui sont de grands inspirateurs aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, elle suppose de tisser 3 liens qui sont aussi importants les uns que les autres. Le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Et donc, si on ne s'occupe que de se préoccuper de la nature, du lien à la nature, et qu'on ne travaille pas aussi sur ce que nous mettons dans notre bouche, ce que nous mettons dans notre esprit, ce que nous lisons, si on ne s'occupe pas aussi de la relation qu'on a avec nos voisins, avec l'autre de l'autre côté de la Méditerranée, donc de ce lien, de cette altérité entre guillemets, dans ces cas-là, on ne fait qu'une partie du chemin et on ne changera pas fondamentalement l'enjeu de la conversion individuelle, la conversion écologique individuelle, qui suppose de tisser ces 3 liens. Et c'est ces 3 liens qui sont effectivement souvent évoqués par Abdenour Bidar, dans un livre qui s'appelle Les Tisserands, ou par Pierre Rabhi, qui a toujours parlé de cette dimension holistique, de cette dimension globale de l'écologie, et à laquelle je crois vraiment. La formule pour conclure, qui est peut-être un espoir pour le futur, il y en a 2 même, le mieux vivre ensemble et le bien commun. Oui, c'est évident qu'on a un rapport avec un certain nombre d'éléments qui est un rapport à nouveau de matérialiste, d'accaparement. Or, effectivement, il y a des éléments qui n'appartiennent à personne et qui appartiennent même davantage, même encore, à ceux qui vont venir qu'à ceux qui sont là. Donc pour moi, ces biens communs que vous avez cités, c'est effectivement des notions qui sont indispensables en ce moment. Il y en a beaucoup, des biens communs. Vous parlez de l'eau, de l'air, mais moi je pense aussi à l'éducation, je pense à l'information, je pense à la culture. Donc je veux dire, je pense aux semences. Je pense donc il y a des éléments qui sont assez majeurs et qui pour moi sont encore plus à ceux qui vont venir qu'à ceux qui sont déjà là, mais dont on a la responsabilité. Et puis après, une note d'espérance, c'est qu'ils s'inventent partout en France, et ils ne font pas la une des journaux, ils ne font pas la une des grands journaux, ils s'inventent partout en France des initiatives de solidarité, des initiatives en matière d'agroécologie, des initiatives de proximité qui sont extraordinaires. Ces initiatives-là, elles montrent que dans un moment particulier comme celui que nous le vivons, c'est-à-dire que malgré le moment particulier avec tout ce qu'il a d'anxiogène, il y a la place pour faire émerger des projets, des collectifs et des idéaux qui créent de la joie, qui créent du sens. Et la journée qu'on vient de vivre ici ensemble en est un bon exemple. Merci beaucoup. On vous remercie. Oh, oh.